Bonsoir à tous. Alors, fatigue chronique, perte de motivation au travail, impression permanente d'être incompétent. Vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer au travail. Des symptômes physiques peuvent aussi apparaître comme des maux de dos ou de l'insomnie. Ces symptômes de burn-out ne sont pas à prendre à la légère. Dans cette émission, quelques conseils qui permettent d'éviter ces problèmes et de maintenir une bonne santé mentale. Tout de suite dans votre émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Calédonia. Alors ce soir, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et sur votre antenne, donc vous pouvez nous envoyer vos questions via notre Facebook. Alors bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Paul Deligny qui nous a rejoint ce soir pour parler du burn-out. Alors l'épuisement au travail concernerait 5 à 10% de la population française. Alors le burn-out serait le mal du siècle à tel point, Paul, qu'il devient important de le reconnaître comme une maladie professionnelle. Alors Paul Deligny, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes le spécialiste du burn-out en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, on vous remercie de nous consacrer du temps ce soir. Alors, vous accompagnez les entreprises dans la mise en œuvre d'une politique de santé et de qualité de vie au travail. Concrètement, vous faites de la prévention dans les entreprises? Oui, tout à fait. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des études sur les situations des salariés dans l'entreprise, donc des sondages, des interviews, des réunions thématiques avec le personnel et les managers, et puis de faire des préconisations à l'employeur pour qu'il puisse mettre en place des plans pour la qualité des relations de travail. Merci. Alors le burn-out, Paul Deligny, c'est Stéphanie qui en a eu l'idée, qui a proposé qu'on en parle dans notre émission. D'ailleurs Stéphanie, pourquoi tu nous as proposé ce sujet ? Tout simplement parce qu'on en a beaucoup parlé autour de moi et à travers divers échanges, je me suis rendu compte que certaines personnes ne savaient pas concrètement ce que c'était que le burn-out. C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur Internet, on le qualifie comme tu l'as dit de mal du siècle, mais c'est aussi un syndrome qui explose un peu partout dans le monde. Donc je me suis dit que c'était important d'en parler dans l'une de nos émissions pour vraiment informer les Calédoniens, surtout que ça gagne de plus en plus du terrain et ça peut toucher tout le monde. Alors Stéphanie, tu nous proposeras également ta chronique CNET où on découvrira comment le burn-out est traité au-delà de nos frontières. C'est ça. Alors le burn-out, à quoi est-il dû? Quels sont les signes pour le reconnaître et comment l'éviter? Réponse avec notre invité ce soir. Sachez que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions sur le Facebook de Calédonia. Mais tout de suite, on passe à la chronique C'est comment? Jingle. Alors, Paul Deligny, pour préparer cette émission, j'ai posté un message sur Facebook où j'ai lancé un appel à témoins. On souhaitait avec Stéphanie recueillir un témoignage d'une victime de burn-out. Ça a été très compliqué. Beaucoup ont réagi au message. Vous avez été nombreux à répondre à notre sollicitation, à nous poser des questions. C'est quoi le burn-out? Finalement, peu de personnes savent ce qu'est le burn-out. Et d'autres personnes ont dit, moi j'ai fait un burn-out, mais n'ont pas souhaité témoigner. Stéphanie, pour aller concrètement dans le témoignage, nous a trouvé quelque chose sur Internet. Je vous propose qu'on le découvre ensemble. Alors je suis juriste de formation et il y a 6 ans, j'ai monté ma propre entreprise. 2 ans plus tard, un matin, je n'ai pas pu me lever. J'ai commencé par dormir à raison de 18 heures par jour pendant 3 mois, suivi le restant de la première année par se traîner du lit au fauteuil en pyjama. Ce n'est que la 2e année que j'ai commencé à remonter doucement la pente. Alors je pense qu'avant de craquer, même si la veille je fonctionnais relativement bien, j'avais tous les signes annonciateurs d'un burn-out. C'est-à-dire que j'avais des douleurs physiques. Pour moi, c'était mal au bras pendant 18 mois avant mon burn-out. J'ai commencé à mal dormir 1 an avant mon crash. C'est-à-dire que je me réveillais vers 4 heures du matin et voilà, je n'arrivais plus à dormir. Et puis le mois environ avant mon burn-out, j'ai commencé à devenir assez cynique. Je trouvais mes clients très difficiles, mon travail me faisait moins plaisir, j'étais plus irritable. Mais je n'ai pas compris que c'était des signes annonciateurs de burn-out. Et donc, vraiment, un matin, c'est comme si mon corps m'avait arrêté. J'ai plus pu fonctionner, j'ai plus pu me lever. Pour qu'on puisse comprendre un peu comment on se sent quand on est en burn-out, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'énergie. Donc, la tête voudrait faire un tas de choses, mais le corps ne le permet pas. Alors, pour l'illustrer, j'aime bien utiliser la théorie des petites cuillères. Imaginons qu'une personne en bonne santé qui va travailler le matin, elle a 50 petites cuillères d'énergie à sa disposition pour faire toutes les actions le programme qu'elle a l'intention de réaliser.
Le soir, elle a utilisé toutes ses petites cuillères, elle passe une bonne nuit de sommeil et elle recommence avec 50 petites cuillères. Moi, au début de mon burn-out, j'avais 3 petites cuillères en me réveillant le matin. Avec ça, je peux presque rien faire. Me doucher, m'habiller avant que les enfants ne rentrent de l'école et manger en famille le soir. Ne demandez pas à quelqu'un en burn-out d'aller au supermarché ou d'en faire plus. Je n'avais pas de petites cuillères, je suis physiquement incapable de faire plus que ce que mes petites cuillères me permettent. Une réaction. Oui, Stéphanie, tu En voulais fait, compléter. je voulais compléter d'un extrait d'un témoignage qui a été fait l'an dernier par Dan Everhard, donc pour le journal Les Échos. Donc, comme vous avez pu le constater, elle a été victime d'un burn-out. Alors, Paul Deligny, on l'a dit en début d'émission, le burn-out, c'est un épuisement physique et émotionnel dû au poste de travail occupé. Littéralement, burn-out veut dire brûler de l'intérieur, se consumer de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire faire un burn-out finalement ? C'est bien décrit dans son témoignage. Un burn-out, en fait, c'est un épuisement professionnel. Donc l'idée c'est Fred Hanberger qui a développé ça en 1975, donc ça date quand même. Oui, c'est un syndrome qui a été mis en évidence d'abord chez des soignants, donc dans le milieu médical. Et il a choisi le terme de burn-out pour décrire en fait un immeuble très solide extérieurement, très costaud, qui brûle de l'intérieur en fait, dont les fondations se brûlent de l'intérieur et le bâtiment tombe d'un coup. C'est-à-dire que ce qui fait la particularité de cet épuisement, de ce syndrome, c'est un effondrement d'un seul coup. C'est-à-dire que la personne décrit bien qu'à un moment, elle n'a plus du tout d'énergie, elle ne peut plus se lever, elle peut avoir ce qu'on appelle des attaques de panique, c'est-à-dire d'un seul coup, elle est prise dans l'angoisse, la peur, elle peut avoir une phobie du travail, elle ne peut plus aller sur son lieu de travail. Donc il y a tout un cheminement qu'elle décrit bien jusqu'au moment où il n'y a plus du tout d'énergie et le système s'effondre totalement. Et vous, dans vos consultations, vous avez l'occasion de rencontrer des gens en Nouvelle-Calédonie qui ont ce... Oui, bien sûr, complètement. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est dur de venir vous rencontrer? Alors, moi, j'ai des conventions avec des employeurs où, en fait, le salarié peut venir me consulter anonymement. Et donc, je le rencontre dans ce cadre-là. On est plusieurs psychologues sur la place à avoir ce type de convention avec des employeurs. Donc là, en fait, c'est pris en charge financièrement par l'employeur. Le salarié nous contacte directement et il a quelques consultations avec nous. Après, il y a des gens qui viennent en consultation classique voir un psychologue pour discuter de leur souffrance au travail. Et c'est normal d'avoir honte d'être victime de burn-out ? Disons que c'est la conséquence de la méconnaissance en fait de ce phénomène. Beaucoup de gens confondent ce phénomène avec une dépression par exemple. Donc ils ont l'impression qu'ils ont un problème personnel alors qu'elle décrit très bien la dame que c'est un problème d'énergie. C'est-à-dire que c'est un contexte où vous avez plus de dépenses d'énergie que vous avez de récupération d'énergie. Donc c'est un tableau contrainte-ressources on appelle ça. C'est-à-dire que dans votre vie, le coût des cuillères, vous avez 50 cuillères pour faire votre vie. Et puis si vous avez commencé à vous épuiser, vous avez de moins en moins de cuillères. Jusqu'à un moment, il n'y a plus d'énergie. Sa comparaison est juste. Tout à fait. Moi, j'aime bien parler, par exemple, d'un système fermé comme un lagon. On va pêcher plus de poissons qu'il y a de reproduction de poissons. Du coup, on va épuiser le système et il va devenir stérile. Voilà. Un burn-out, c'est ça. C'est un humain qui épuise toute son énergie, qui dépense plus dans la journée que ce qu'il récupère, par exemple, la nuit, parce qu'elle décrit bien des troubles du sommeil. Et au fil des mois, on finit par plus du tout avoir d'énergie. Alors le burn-out, c'est un processus et non un état. Il peut avoir différents degrés de gravité, mais quels sont les premiers signes, les premiers symptômes qui nous disent qu'avant-coureur d'un burn-out ? En fait, c'est ce fameux rapport entre les contraintes et les ressources. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation en équilibre, vous dépensez 50 petites cuillères d'énergie, vous en récupérez 50. Dès que ça commence à se décaler, que je dépense plus que ce que j'ai, comment ça se traduit ? Il y a les symptômes qu'elle décrit, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'alerte, c'est-à-dire la personne commence à avoir des petits signaux, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des oublis, des inquiétudes, de la susceptibilité. La personne, elle réagit plus de la même manière à certains stresseurs. Avant, ça allait, maintenant, c'est plus compliqué. Elle peut être irritable, ce qu'elle décrit bien, c'est-à-dire que la personne, les réflexions, elle les prenait un petit peu mal, mais sans plus. Quand elle perd de l'énergie, elle va les prendre de plus en plus mal. Elle a moins de moyens de faire face aux stimulations extérieures. Donc les premiers signes, c'est des petites alertes comme ça. Et puis, une fois qu'on est en phase d'alerte, on a une phase de résistance qui va durer des mois ou des semaines, où là, les signaux sont de plus en plus forts, physiques. Elle décrit bien des douleurs, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention,
Voilà, là, on commence à rentrer dans des crises de Ça larmes commence aussi. à être de plus en plus grave. Bah, c'est pas grave. En fait, tout ça, c'est des signaux. C'est-à-dire, ce qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est un peu pour ça qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'impression que c'est comme un tableau de bord de voiture. Ils ont l'impression que c'est les indicateurs sur la voiture qui sont le problème. Mais en fait, c'est juste une indication qu'il y a un problème dans le moteur de la voiture. Donc, quand vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes envahi par le travail, c'est pas les troubles du sommeil à la base le problème. Ça, c'est un symptôme. Le problème, c'est que votre travail vous envahit mentalement la nuit. Et on peut en guérir. Mais on peut en Ah oui, guérir. bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, dans ce témoignage, on voit que Anne, donc elle est chef d'entreprise. Est-ce que finalement tout le monde est concerné par Complètement. le burn-out? Complètement. D'accord. Au départ, on a beaucoup cru que c'était que des soignants, parce que c'était des métiers qui demandaient beaucoup d'engagement, donc beaucoup de dépenses. Donc il faut beaucoup de recettes dans ces métiers-là pour durer pendant 40 ans de travail. Ensuite, on en a découvert dans plein d'autres métiers. Aujourd'hui, on parle de burn-out dans plein de contextes, même hors professionnel. Il y a des femmes ou des hommes au foyer qui font des burn-out. Ah oui, Bien sûr. ça Oui. ça m'était pas venu à l'idée. Un syndrome d'épuisement, c'est tout à fait possible en dehors d'une situation de travail. Alors, je rappelle aux téléspectateurs, vous avez l'opportunité de nous poser des questions via le Facebook de Calédonia. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à l'affût de la moindre question pour notre invité. Alors, est-ce que certains métiers favoriseraient le burn-out plus qu'un autre? En fait, aujourd'hui, non. Ce qui favorise un burn-out, c'est des contraintes professionnelles et personnelles qui sont au-delà des capacités des salariés. Donc, c'est des difficultés qu'on rencontre. Alors, c'est aussi important dans la notion de dépenses et de recettes, c'est que c'est de la perception. C'est-à-dire qu'un salarié A, dans un contexte, peut être épuisé parce que pour lui, ce qu'on sollicite chez lui, c'est beaucoup trop que ce qu'il est capable d'avoir comme énergie. La personne à côté qui dispose de beaucoup plus de ressources, pour elle, cette activité, c'est rien du tout, quoi. D'accord. D'où aussi un peu la honte chez certains salariés qui ont l'impression qu'ils sont fragiles, qu'ils sont... Alors en fait, que ça pas n'a rien du à voir. Ah non, c'est pas du tout une fragilité personnelle. C'est une question de gestion, d'énergie psychique. Alors après, ce qu'ils apprennent souvent après un burn-out, c'est à gérer cette énergie. Parce que souvent, les patients qui arrivent au stade de cette dame, ils n'ont pas écouté les indicateurs, ils n'ont pas changé de façon de vivre, ils ont cru qu'ils avaient de l'énergie toute leur Plus qu'il n'en vie, qu'ils en faut. avaient plus que pour une vie, et ils se rendent compte qu'il y a un fond de cuve, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, l'énergie, il n'y en a plus du tout. Et là, ce qu'elle décrit, c'est sévère, parce que pour remonter ton niveau d'énergie, c'est des mois de travail. Alors, je vous propose de découvrir ce que les Calédoniens pensent du burn-out, s'ils savent ce qu'est le burn-out. On écoute ce micro-trottoir réalisé par Duke Menango. Madame, du coup, le burn-out, ça vous dit quelque chose? Non, rien. Vous savez pas ce que c'est? Non, je ne sais pas. Je suis pas burn-out, mais j'ai mal au pied. Ok. Du coup, monsieur, vous savez ce que c'est que le burn-out? Non, pas du tout. Ça vous dit rien du tout? Ça me dit rien du tout. Pour vous, c'est quoi le burn-out? C'est une espèce de dépression. C'est un nouveau mot, c'est à la mode ça, le burn-out. Mais en fait, c'est une dépression. Hein? Dépression nerveuse. Surmenage. Alors, on le voit hein, dans ce micro-trottoir, à la question « Qu'est-ce que le burn-out ?» Alors, certains ne savent pas et d'autres l'identifient à une sorte de dépression. Alors, est-ce que c'est une dépression? Et non. Non, c'est pas du tout une dépression. Après, il y a ce qu'on appelle une morbidité, c'est-à-dire que pour 20% à peu près des gens qui font un syndrome d'épuisement professionnel, il y a un risque de développer une dépression réactionnelle derrière. Alors, nous avons une question sur notre Facebook. Alors, est-ce que le burn-out est-il reconnu en Nouvelle-Calédonie par le droit du travail? Alors, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Ça a été une question qui a été posée en juillet 2015 en métropole. Et la réponse a été non, puisqu'en fait, si vous videz le lagon de son énergie, de ses poissons, on ne va pas dire que le lagon est malade. On va dire qu'on a mal géré le lagon. Un burn-out, c'est une mauvaise gestion de l'énergie, du côté du salarié peut-être, mais aussi du côté de l'emploi. Parce qu'on a des situations de travail qui génèrent du burn-out systématiquement. Et puis on a une autre petite question sur Facebook. Comment retrouver justement ces petites cuillères-là, ces fameuses petites cuillères? Alors, c'est tout ce qu'on évoque dans ce qu'on appelle les stratégies de ressourcement. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un qui est en résistance ou carrément en épuisement, on travaille avec ces personnes sur tout ce qui va les ressourcer. Donc là, c'est toutes les activités. Un des critères, c'est une activité qui vous énergétise
soit pendant, ça c'est le top, soit après l'avoir fait. Donc là, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'ils aiment faire, de ce qui les a ressourcés avant et qu'ils ont arrêté de faire, parce que souvent on s'épuise aussi parce qu'on a cessé de faire des activités qui nous faisaient du bien, qui nous aient récupérés. Il y a des gens pour qui ces activités seules, d'autres c'est au contraire avec la famille, avec les proches, avec les amis, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, ça peut être de la relaxation, ça peut être une passion pour la pêche, la chasse. Une activité extra-professionnelle. Alors non, parce que dans le travail aussi, on récupère de la ressource. Donc quand on fait des plans de qualité de vie au travail dans les entreprises, c'est pour donner de la ressource aux salariés. En fait, il y a deux stratégies pour gérer ça. Donner des ressources aux salariés, des moyens pour faire face au stress, et après, réduire le stress quand c'est possible. Par exemple, le sujet qu'on travaille beaucoup dans les entreprises, c'est l'exposition à l'agressivité. Vous avez des gens derrière des guichets qui rencontrent des clients agressifs. On ne peut pas empêcher toute la Calédonie d'être agressive avec certaines situations. Donc on équipe le personnel pour faire face à cette situation d'agressivité, leur apprendre des techniques pour rester calme, des techniques pour gérer quelqu'un d'énervé et pouvoir finir la journée en étant un neutre. Pas rentrer chez soi avec une accumulation de tensions qu'on va décharger dans sa famille ou avec ses proches. Alors, Paul Deligny, une autre question de Facebook. Alors, Florence nous dit que le burn-out n'est pas reconnu en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est aussi le cas en France ? Oui, comme maladie professionnelle, on est bien d'accord. Après, quand on fait des plans de prévention dans des entreprises, c'est entre autres pour réduire le burn-out, réduire l'absentéisme, réduire les tensions. Parce que dans ce qui va être une source de dépenses pour les salariés, il y a l'ambiance de travail, les relations entre collègues. Voilà, si j'ai des relations très tendues avec mes collègues, ça va venir me prendre beaucoup d'énergie. Les conflits prennent beaucoup d'énergie aux salariés. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses qui peuvent être une contrainte et qu'il faut pouvoir travailler, repérer déjà, d'où le diagnostic, et ensuite pouvoir proposer des actions concrètes pour réduire ces situations. Et la communication est importante au sein d'une entreprise ? Ça fait partie de cette ambiance. Si je n'ai pas d'informations, que je ne sais rien sur ce qui se passe dans mon entreprise ou qu'on ne se parle pas entre différents services alors qu'on est interdépendants, on va aller de tension en tension. C'est des réunions qui sont difficiles, c'est des salariés qui s'agacent, qui s'énervent, et ça se partage, ça se communique. Donc c'est dangereux pour une société finalement de mettre ses travailleurs face à ces problèmes on va dire... de tension, de stress. De tension. C'est le principe de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. C'est-à-dire c'est quand même super intéressant ce principe qui a à peine 10 ans. On a enfin réussi à montrer, à prouver que des salariés qui étaient bien dans leur travail étaient performants économiquement. C'est-à-dire que là, on est aussi sur le bien-être du personnel, que les gens se sentent bien, mais on a aussi fait la preuve que quand ce personnel se sent bien, on fait de la performance économique. Alors, on va souffler un peu et on va partir avec la chronique CNET de Stéphanie. Alors, le burn-out n'est pas une fatalité, il se soigne. Je vous propose de découvrir dans cette chronique comment les autres pays font pour faire face au burn-out de leurs salariés. Jingle. Alors, direction donc le Japon pour commencer. Donc, c'est un pays où le taux de burn-out est quand même le plus important. Il faut savoir que le gouvernement japonais tente depuis des années de changer la culture d'entreprise dans son pays, ce qui n'est quand même pas chose aisée. Il faut savoir que pour les Japonais, travailler plus longtemps que les autres est perçu comme une preuve de loyauté et de dévouement. Donc le constat est assez édifiant puisqu'un employé japonais sur 5 travaille plus de 49 heures par semaine en moyenne, contre 16,4% aux États-Unis ou encore 10,4% en France. Et un japonais sur 5 risque de mourir au travail en raison d'un surmenage. Donc ce fléau se nomme karoshi, qui littéralement veut dire mort par excès de travail. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, donc là il s'agit, on se souvient du décès en 2013 de la journaliste Miwa Sado de la chaîne publique NHK. Donc celle-ci a été victime à 31 ans d'un arrêt cardiaque après avoir effectué 159 heures supplémentaires en un seul mois. Alors pour parer à cela, le gouvernement japonais a lancé l'an dernier la campagne Premium Friday. Donc celle-ci encourage en fait les salariés à quitter leur travail à 15 heures le dernier vendredi de chaque mois pour aller faire les soldes ou s'amuser. Et puis dernièrement, là, ils ont mis en place en fait un drone qui se balade dans les entreprises et en fait, ils chassent en musique les salariés qui font des heures supplémentaires.
Une réaction, vous avez été bluffé par le travail de Stéphanie. Oui, c'est bien, c'est un beau travail. C'est vrai qu'il y a ces sociétés qui sont très exigeantes et il n'y a pas forcément les ressources en face. Donc on prend le temps de travail, on a la colonne contrainte. Après, s'il n'y a pas le ressourcement qui va bien en face, effectivement, on a des situations d'épuisement qui peuvent être très graves. Alors, quels sont les exemples de solutions que vous proposez aux entreprises quand vous faites vos séances de prévention ? Il y a tout ce qui est régulation des conflits, hein, quand on parle de stress relationnel. Donc arriver à mettre en place des régulations, des médiations, former des managers à la régulation. Ensuite, on a des actions toutes simples de communication. Par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui testent ce qu'on appelle des vies-ma-vie, c'est-à-dire qu'on propose à des salariés qui travaillent dans 2 services en interdépendance d'aller faire un mini-stage chacun dans un service pour décloisonner un peu les choses. Voilà. Donc vous allez aller voir ce qui se passe dans un autre service pour comprendre aussi leurs contraintes, leurs difficultés. Ça permet de créer des liens, de comprendre les positions des autres services. Qu'est-ce qu'on fait d'autre là? Je suis chez des clients, on a proposé des séances de sophrologie pour les troubles du sommeil. On propose des actions de formation, beaucoup autour de situations compliquées. La gestion de l'agressivité, par exemple. Alors là, il y a Tori de Weilou qui nous demande s'il y a eu des cas de décès du burn-out. Bon, on l'a vu dans les recherches de Stéphanie. Au Japon, il y a eu cette journaliste. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a eu des décès? Ça, je ne sais pas déclaré, du tout. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que là, on est sur des choses qui sont des conséquences graves. En fait, un burn-out va surcharger votre organisme. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez à 8000 tours toute la journée. Donc, il faut que votre corps puisse tenir ce rythme. Et à un moment, c'est pour ça que c'est souvent des troubles cardiaques, votre corps ne tient pas à ce rythme parce que vous le sollicitez trop. On va passer à la vidéo de Stéphanie et après on reviendra sur les questions. Beaucoup de questions, Paul Deligny, sur Facebook. Super. On voit que le burn-out est très attendu. Cette émission est très attendue par nos téléspectateurs. Stéphanie, la vidéo numéro 2. Alors, il faut savoir que même si tout le monde le rêve, moi la première, donc le sujet de la sieste en entreprise reste quand même assez tabou. Pourtant, les bénéfices sont quand même réels puisque selon la NASA, 20 minutes de sieste amélioreraient de 35% la productivité au travail. Donc c'est pourquoi à New York, cette ville qui ne dort jamais, donc vous allez le voir, donc les cabines à sieste ont la cote. On va le voir. Alors voilà, donc on arrive, vous allez voir, donc il y a des cabines à sieste qui ont la cote, ce genre de cabine. Donc les New-Yorkais qui, je le rappelle, pendant longtemps pour recharger leur batterie, consommaient un maximum d'expresso, de cocktails à base de légumes pressés ou encore du cava. Désormais, oui. Tout cela laisse la place à des cabines à sieste qui fleurissent un peu partout dans d'autres métropoles américaines également. Donc en fait, c'est pour 202 francs la minute, on peut louer une cabine à sieste en plein Times Square. On dirait qu'ils font du bronzage. Alors ça, il s'agit de capsules pour dormir et vous allez voir qu'il y a aussi des hamacs qui apparaissent également dans les bureaux. Alors, Paul Deligny, ça vous fait sourire tout ça? Est-ce que la sieste au travail est pratiquée en Nouvelle-Calédonie? Alors, à ma connaissance, peu ou pas, ouais. Non, c'est pas encore dans les mentalités. On a un peu en Calédonie la croyance qu'on est productif si on travaille beaucoup. Donc, dès qu'on commence à expliquer qu'on va faire de la relaxation, de la méditation, des siestes courtes, on a une réaction souvent en face de nous de oui, mais du coup, moi, mon entreprise, quand est-ce qu'elle sera rentable? Parce qu'on a vraiment la vision laborieuse. Ça, c'est le salarié qui se pose cette question ou c'est l'employeur? Alors, les salariés qui seraient prêts à faire des siestes, c'est compliqué comme question parce que si vous êtes dans une entreprise où c'est la quantité de travail qui est valorisée, le collègue qui va aller faire sa sieste, comment le reste du groupe va le gérer? Si collectivement tout le monde l'intègre et effectivement le pratique et que la productivité est prouvée, ça ne sera pas un problème. Mais le premier pas n'est pas facile. Il faut des employeurs et des salariés un peu innovants sur des projets comme ça. Alors on a une question de Glenda Bull qui nous demande, est-ce que la mise en place de mesures nécessaires par les employeurs pour prévenir du burn-out est répandue en Calédonie en pourcentage entre le privé et le public? Oui, quand même, la loi calédonienne date de 2011. Donc, on a un texte de loi sur ce qu'on appelle la qualité des relations de travail. Donc, ça englobe le burn-out, les risques psychosociaux, tout ce qui a trait au stress, à l'exposition à l'agressivité. C'est plus global, mais ça prévient le burn-out, entre autres.
Et le texte de 2011, et il a été aussi passé dans la fonction publique en 2014. Donc le texte préconise un diagnostic et un plan d'action, ce que je vous racontais tout à l'heure. Oui. Et on est quand même plusieurs cabinets à faire ça en Calédonie, on doit être une bonne quinzaine, et on a tous quand même un certain nombre de clients. Donc je pense que oui, ça commence à se démocratiser. Ouais. Alors, oui, Stéphanie, Non, avait moi une je question. voulais juste dire, justement, là, si le burn-out, on voit qu'il s'accentue, qu'il explose un peu partout dans le monde, mais ça, c'est aussi le fait de la société dans laquelle on vit. C'est elle qui instaure aussi ce cadre, puisqu'aujourd'hui, en fait, notre culture est basée sur la compétition, la performance. On veut absolument réussir à tout prix, être les meilleurs, mais on oublie souvent qu'on n'est pas des machines. Donc ça peut ça accentue, en fait, ce syndrome, je pense. Ce qu'on voit Personnellement, c'est ce que je pense. dans les études, c'est que, en fait, il y a des nouvelles formes de contraintes. D'accord. Mais il y a toujours eu du burn-out. C'est Mais pas nouveau. est-ce que le fait d'en parler ces dernières années favorise l'augmentation ou de déclaration de ces personnes-là qui se révèlent avoir été victimes de burn-out? Le phénomène est plus connu et plus visible, mais il a toujours été là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus cette année que l'année dernière, Non, je pense qu'il y en 15 avait ans. beaucoup plus avant. Avant, il faut voir les conditions de vie qu'avaient les gens. Ils travaillaient toute l'année, tout le temps. Il y avait très peu de jours de congé. Enfin, si on parle d'il y a 50 ou 60 ans, les gens ils mouraient 20 ans avant nous. Il y avait des violences au travail. Il y avait même dans les sociétés, il y avait des guerres. Il y avait, enfin, niveau stress, donc, là, on était dans du très très lourd. Ça va. Je ne sais pas si ça va mieux. Les situations changent. Il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Voilà. Pour Quand on parle éviter. de compétition entre salariés, par exemple, ça, dans des systèmes qui sont déjà compétitifs, c'est pas de la contrainte. Par contre, quand vous êtes dans des systèmes collectifs, ce qui est le cas en Calédonie, où on est plus dans du groupe que de l'individu, où les groupes ont besoin d'un certain conformisme, chacun doit pouvoir être à sa place. Si vous managez ces gens-là en mode individuel, en les mettant en compétition entre eux, vous montez la charge mentale. Voilà. Et les salariés ne vont pas arriver à intégrer ce type de pratique parce que ce n'est pas du tout dans leur système. Donc pour eux, c'est une énorme contrainte. Alors, le burn-out, vous l'avez dit, ce n'est pas un phénomène nouveau, il a toujours existé. Alors, l'épuisement professionnel, on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres souffrances qui en découlent. On pense notamment au burn-out et au bore-out. Bon, mon anglais est, je le sais, pas très top, mais voilà, le phénomène de burn-out, c'est en quelques mots le sentiment que le travail n'a plus aucun sens. Et le bore-out, lui, par contre, c'est l'ennui au travail. Alors, on passe son temps à regarder les heures défiler, on fait durer ses pauses café et on navigue sur Internet sans but précis. Alors, ces syndromes-là, Stéphanie? Est-ce qu'ils peuvent s'additionner, justement? Est-ce qu'on peut passer d'un processus à un autre? Bien sûr. Après, dans la définition clinique du burn-out, celle de Malak, donc il y a un test qui s'appelle le Malak Burnout Inventory. Il y a 27 questions, je crois. Il y a 3 critères. La fatigue, donc les symptômes de fatigue, le cynisme, ce que décrivait la patiente tout à l'heure, c'est-à-dire on est très critique, on est très désabusé, et puis il y a la perte de sens du travail, donc la perte d'intérêt, ce qu'on appelle aujourd'hui un bore-out. Donc en fait, ces expressions nouvelles, c'est pour décrire des symptômes. Le burn-out inclut tous ces phénomènes. Alors, on a une question de Tori et de Wailou. À partir du moment où le patient est sous antibiotiques, dans quel état d'esprit son burn-out est situé? Alors, il n'y a pas du tout de lien entre antibiotiques et... Peut-être il a voulu dire antidépresseur, non? Peut-être que c'est une personne qui a un burn-out et qui est sous médicaments. Alors, ça dépend lesquels. Mais effectivement, il y a pas mal de gens en épuisement professionnel qui sont sous antidépresseurs. Alors, soit parce que ça soulage leur souffrance, parce qu'on n'a pas encore assez dit quand même que quand on s'effondre, ça fait très mal. Psychiquement, ça fait mal. C'est de l'angoisse, c'est des peurs profondes, c'est une tristesse importante. Alors, ce n'est pas une dépression au sens clinique, mais au sens du vécu du sujet, c'est très douloureux. Donc, il y a souvent, quand on prend en charge l'aspect psychologique et médical, ce qu'on fait avec des partenariats avec les médecins, on a une partie anxiolytique souvent pour enlever l'anxiété. Et parfois, il y a des antidépresseurs, mais ça traite la souffrance, évidemment. Ça ne traite pas le tableau contrainte-ressources. Donc, il faut que les personnes qui sont en burn-out et qui sont sous antidépresseurs, qu'on voit vraiment un bénéfice, qu'on n'ait pas fait une confusion entre le burn-out et la dépression, et que de toute façon, malgré ça, ils engagent des actions concrètes pour remonter leurs ressources, parce que l'antidépresseur va éteindre en fait l'indicateur sur le tableau de bord de la voiture. Il ne va pas régler ce qui a mis la voiture en épuisement. Donc, Paul Deligny, nous arrivons au terme de notre émission avec beaucoup de questions. On remercie nos téléspectateurs d'avoir participé activement à cette émission.
pour terminer, Paul Deligny, peut-être un dernier mot sur le fait que le burn-out, on peut en guérir, si je puis dire. Bien sûr. Et si des personnes veulent vous contacter. Surtout contacter. Alors le référent dans une entreprise, c'est souvent le médecin du travail, qui est un interlocuteur. Aujourd'hui, ils sont tous formés à ces questions-là, ils connaissent bien ces sujets-là. C'est quelqu'un qui est facilement accessible dans toutes les entreprises. Donc moi, j'invite les gens qui s'interrogent sur ces questions-là, individuellement ou collectivement, à se rapprocher de leur médecin du travail. Parfois, le médecin de famille aussi peut être un relais intéressant. Et puis après, il y a les psychologues qui sont à disposition du public. Et peut-être rappeler qu'être victime de burn-out, ce n'est pas une honte. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la personne. Alors, on va se placer devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos questions qui ont enrichi notre émission. Merci à Paul Deligny d'avoir fait le trajet sur Koné. Et merci. Si on a besoin de vous, on vous recontacte. Ça marche. Merci Stéphanie et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Bonne soirée.